Le pourquoi de la guerre? Sigmund Freud. Le pourquoi de la guerre? Vienne, septembre 1932. Cher Monsieur Einstein. Lorsque j'ai appris que vous proposiez de m'inviter à échanger des idées sur un sujet qui vous intéressait et qui semblait également digne de l'intérêt des autres, j'ai eu le plaisir de vous exprimer mon approbation. Cependant, j'ai espéré que vous choisiriez un problème proche des limites de nos connaissances actuelles, un problème auquel chacun de nous, physiciens et psychologues, pourrait se tailler un accès privilégié, afin que, venant de sources différentes, soit sur le même terrain. Dans une telle attente, j'ai été surpris par sa question, que faire pour éviter aux hommes le sort de la guerre? Au début, j'ai eu peur sous l'impression de j'aurais presque dit, notre, incompétence, car cela me paraissait une pratique obstinée qui correspond aux hommes d'État. Mais ensuite j'ai réalisé que vous ne posiez pas la question en tant que chercheur de la nature et physicien, mais en tant qu'ami de l'humanité, répondant à l'invitation de la Société des Nations, à la manière de Fridtjof Nansen, l'explorateur de l'Arctique qui recueillit chargé d'aider les masses affamées et les réfugiés victimes de la guerre mondiale. En outre, j'ai réfléchi qu'on ne m'avait pas demandé de formuler des propositions pratiques, mais seulement d'esquisser comment le problème de la prévention des guerres est présenté à la considération psychologique. Mais dans votre lettre, vous avez déjà exprimé presque tout ce que vous pouviez en dire. D'une certaine manière, vous avez coupé le vent de mes voiles, mais je naviguerai volontiers dans votre sillage et je me limiterai à confirmer ce que vous affirmez, en essayant de l'expliquer selon ma meilleure science ou présomption. Vous partez du rapport entre le droit et le pouvoir, c'est d'ailleurs le point de départ le plus approprié pour notre enquête. Puis-je remplacer le mot pouvoir par le terme, plus retentissant et plus dur, force? La loi et la force sont aujourd'hui, pour nous, antagonistes, mais il n'est pas difficile de démontrer que la première est née de la seconde, et en remontant aux origines archaïques de l'humanité pour observer comment ce phénomène s'est produit, la solution de l'énigme est sans effort nous est présentée. Cependant, pardonnez-moi si dans ce qui suit je passe en revue, comme s'il s'agissait d'actualité, des choses connues et acceptées de tous, le fil de mon exposé m'y oblige. Ainsi, en principe, les conflits d'intérêts entre hommes se résolvent par l'usage de la force. C'est le cas dans tout le règne animal, dont l'homme ne doit pas être exclu, mais il existe aussi chez lui des conflits d'opinion qui atteignent les plus hauts sommets de l'abstraction et dont la solution semble exiger d'autres ressources. En tout cas, ce n'est qu'une complication relativement récente. Au début, dans la petite horde humaine, la plus grande force musculaire était celle qui décidait à qui quelque chose devait appartenir ou dont la volonté devait être exécutée. Bientôt, la force musculaire fut renforcée et remplacée par l'usage des outils, celui qui possédait les meilleures armes ou qui savait les manier avec le plus d'habileté triomphait. Avec l'adoption des armes, la supériorité intellectuelle commence déjà à prendre la place de la force musculaire brute, mais le but ultime du combat reste le même, pour le mal qui lui est infligé ou pour l'anéantissement de ses forces, une des parties en conflit doivent être contraintes d'abandonner leurs prétentions ou leur opposition. Cet objectif est plus pleinement atteint lorsque la force ennemie est définitivement éliminée, c'est-à-dire lorsqu'il est tué. Un tel résultat offre le double avantage que l'ennemi ne peut recommencer son opposition et que le sort subi sert de leçon, décourageant ceux qui entendent suivre son exemple. Enfin, la mort de l'ennemi satisfait une tendance instinctive que j'évoquerai plus loin. À un moment donné, à la finalité homicide s'oppose la considération qu'en respectant la vie de l'ennemi, mais en le maintenant dans la peur, il pourrait être utilisé pour rendre des services utiles. Ainsi, la force, au lieu de le tuer, se borne à le subjuguer. C'est l'origine du respect de la vie de l'ennemi, mais dès lors le vainqueur dut compter avec les désirs latents de vengeance que nourrissait le vaincu, de sorte qu'il perdit une partie de sa propre sécurité. C'est donc la situation originelle, le plus grand pouvoir, force brute ou basée sur l'intellect, domine. On sait que ce régime s'est peu à peu modifié au cours de l'évolution, qu'un chemin a conduit de la force à la loi, mais quel était ce chemin?
Je crois qu'il ne pouvait en être qu'un, celui qui passe par la reconnaissance que la plus grande force d'un individu peut être compensée par l'association de plusieurs plus faibles. L'union fait la force. La violence est vaincue par l'union, la puissance de l'unie représente désormais le droit, par opposition à la force de l'individu isolé. On voit donc que la loi n'est rien d'autre que le pouvoir d'une communauté. Elle reste une force prête à se retourner contre tout individu qui s'y oppose, il recourt aux mêmes moyens, poursuit les mêmes fins, en définitive, la différence ne réside que dans le fait que ce n'est plus le pouvoir de l'individu qui prévaut, mais celui d'un groupe d'individus. Mais une condition psychologique doit être remplie pour que ce passage de la violence au nouveau droit ait lieu, l'unité du groupe doit être permanente, durable. Rien n'aurait été fait si l'association n'avait été constituée que pour lutter contre un individu trop puissant, se démembrant une fois vaincu. Le premier à se sentir plus fort essaierait à nouveau de dominer par sa force, et le jeu se répéterait à l'infini. La communauté doit être préservée en permanence, il doit s'organiser, créer des préceptes qui empêchent l'insubordination redoutée, il doit désigner des organismes qui surveillent le respect des préceptes lois et doivent prendre en charge l'exécution des actes juridiques de force. Lorsque les membres d'un groupe humain reconnaissent cette communauté des intérêts apparaissent entre eux, des liens affectifs, des sentiments grégaires qui constituent le véritable fondement de leur pouvoir. Avec cela, je crois, l'essentiel est déjà donné, le dépassement de la violence en cédant le pouvoir à une unité plus large, maintenue par les liens affectifs entre ses membres. Ce qui se passe ensuite n'est rien d'autre que des applications et des répétitions de cette formule. La situation n'est pas compliquée tant que la communauté n'est composée que d'un certain nombre d'individus également forts. Les lois de cette association déterminent alors dans quelle mesure chacun de ses membres doit renoncer à la liberté individuelle d'exercer violemment sa force pour qu'une vie commune en toute sécurité soit possible. Mais cette situation pacifique n'est concevable que théoriquement, puisqu'en réalité elle est compliquée par le fait que dès le début la communauté est formée par des éléments de pouvoir disparates, par des hommes et des femmes, des enfants et des parents, et peu après, à cause des guerres et des conquêtes, aussi par des gagnants et des perdants qui deviennent maîtres et esclaves. Le droit de la communauté devient alors l'expression de la répartition inégale du pouvoir entre ses membres, les lois seront faites par et pour les dominants et accorderont peu de droits aux assujettis. Depuis lors, il y a eu deux sources de chocs à la loi dans la communauté, mais en même temps, ce sont aussi des chocs à la nouvelle législation. D'une part, certains maîtres tenteront d'échapper aux restrictions de la validité générale, c'est-à-dire qu'ils abandonneront le domaine du droit pour retourner dans le domaine de la violence. D'autre part, les opprimés auront constamment tendance à rechercher plus de pouvoir et voudront que ce renforcement trouve un écho dans la loi, c'est-à-dire pour passer de droits inégaux à des droits égaux pour tous. Cette dernière tendance sera d'autant plus puissante que des déplacements de rapports de force s'opèrent effectivement dans l'entité collective, en raison de multiples facteurs historiques. Dans un tel cas, la loi peut s'adapter progressivement à la nouvelle répartition du pouvoir ou, ce qui est plus fréquent, la classe dirigeante refusera de reconnaître cette transformation et cela conduira à la rébellion, à la guerre civile, c'est-à-dire à la suppression temporaire du droit et de nouvelles tentatives violentes qui, une fois écoulées, peuvent faire place à un nouvel ordre juridique. Il existe encore une autre source d'évolution juridique qui ne se manifeste que pacifiquement, c'est le développement culturel des membres de la communauté, mais cela relève d'un lien que nous n'aurons à considérer que plus tard. On voit donc que même au sein d'une même communauté, la solution violente des conflits d'intérêts ne peut être évitée. Cependant, les besoins et les objectifs communs qui résultent de la coexistence sur un même terrain favorisent l'arrêt rapide de ces luttes, de sorte que dans ces conditions la probabilité de recourir à des moyens pacifiques pour résoudre les conflits augmente sans cesse. Mais un coup d'œil sur l'histoire de l'humanité nous montre une série ininterrompue de conflits entre une communauté et une autre ou d'autres, entre des conglomérats plus ou moins grands, entre des villes, des régions, des tribus, des villes, des États, des conflits qui presque invariablement étaient décidés par la comparaison guerrière des forces respectives. De telles guerres se terminent soit par le pillage, soit par l'assujettissement complet et la conquête de l'une des parties en présence.
Il n'est pas permis de juger toutes les guerres de conquête avec les mêmes critères. Certains, comme ceux des Moghols et des Turcs, n'ont conduit qu'à des calamités, d'autre part, à la conversion de la violence en droit, à la création d'entités plus larges, au sein desquelles la possibilité de déploiement des forces a été éliminée, résolvant les problèmes. Conflit à travers un nouvel ordre juridique. Ainsi, les conquêtes des Romains ont légué la précieuse Pax Romaine au peuple méditerranéen. Les tendances expansionnistes des rois de France ont créé une France paisiblement unie et prospère. Bien que cela puisse paraître paradoxal, force est de reconnaître que la guerre pourrait bien être une ressource appropriée pour instaurer la paix éternelle, tant désirée, puisqu'elle est capable de créer des unités si vastes qu'un pouvoir fort logé en son sein rendrait de nouvelles guerres impossibles. Mais en réalité la guerre ne sert pas ce but, puisque les succès de la conquête ne durent généralement pas, les nouvelles unités s'effondrent généralement à nouveau en raison d'une mauvaise cohérence entre les parties unies de force. De plus, jusqu'à présent la conquête n'a pu créer que des unions incomplètes, quoique étendues, dont les conflits internes favorisaient encore davantage les décisions violentes. Ainsi, tous les efforts de guerre n'ont fait que conduire l'humanité à échanger de nombreuses et même continues petites guerres contre des conflagrations moins fréquentes, mais d'autant plus dévastatrices. Appliquant mes réflexions aux circonstances actuelles, j'arrive au même résultat auquel vous êtes parvenus par un chemin plus court. Il n'est possible d'empêcher les guerres en toute sécurité que si les hommes acceptent d'établir un pouvoir central, qui serait investi de la solution de tous les conflits d'intérêts. Cette formulation implique sans doute deux conditions, qu'une telle instance supérieure soit créée, et qu'un pouvoir suffisant lui soit conféré. L'un ou l'autre, à lui seul, ne suffirait pas. Or, la Société des Nations était projetée comme une instance de ce genre, mais la seconde condition n'était pas remplie, elle ne possède pas de pouvoir autonome, et elle ne l'obtiendrait que si les membres de la nouvelle unité, les différents États, se conférant ça-dessus. Il ne fait aucun doute qu'actuellement, les chances qu'une telle chose se produise sont très minces. Au total, l'institution de la Société des Nations serait méconnue si l'on ne reconnaissait pas qu'il s'agit d'une tentative rarement entreprise dans l'histoire de l'humanité et peut-être jamais tentée d'une telle ampleur. C'est une tentative d'acquérir, par l'invocation de certaines positions idéales, l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir d'influencer péremptoirement, qui, en général, découle du pouvoir. Nous avons vu qu'une communauté humaine est unie par deux facteurs, le règne de la violence et les liens affectifs, techniquement nous les appelons « identifications », qui lient ses membres. L'un d'eux disparaissant, l'autre peut éventuellement maintenir la communauté ensemble. Bien entendu, les idées précitées n'ont de sens que si elles expriment des intérêts importants communs à tous les individus. On se demande alors quelle sera sa force. L'histoire nous enseigne qu'il pouvait en effet exercer une influence considérable. Ainsi, par exemple, l'idée panhellénique, la conscience d'être supérieur aux barbares voisins, idée si puissamment exprimée dans les amphictyonies, dans les oracles et dans les jeux de fête, était assez forte pour adoucir les coutumes guerrières des Grecs, mais elle n'a pas pu empêcher des conflits guerriers entre les unités du peuple hellénique et, qui plus est, elle n'a pas pu empêcher une ville ou une confédération de villes de s'allier au puissant ennemi perse au détriment d'un rival. De même, le sentiment de la communauté chrétienne, sans doute puissant, n'était pas assez fort pour empêcher à la Renaissance petits et grands États chrétiens de demander l'aide du sultan dans leur guerre mutuelle. À notre époque aussi, il n'y a aucune idée à laquelle une telle autorité unificatrice pourrait être attribuée. Le fait qu'actuellement les idéaux nationaux qui dominent le peuple conduisent à l'effet inverse n'est que trop évident. Certains prédisent que seule l'application générale de l'idéologie. Les bolcheviks pourraient mettre fin à la guerre, mais nous sommes sûrement encore loin de ce but aujourd'hui, et peut-être ne pourrions-nous y parvenir qu'à travers une terrible guerre civile. Dès lors, il semble que la tentative de substituer le pouvoir des idées au pouvoir réel soit pour l'instant vouée à l'échec. C'est une erreur de calcul si l'on ne tient pas compte du fait que le droit était à l'origine la force brute et qu'il ne peut pas encore renoncer à l'appui de la force. Je peux maintenant passer en revue une autre de vos propositions.
Vous exprimez votre étonnement qu'il soit si facile d'enthousiasmer les hommes pour la guerre, et vous soupçonnez que quelque chose, un instinct de haine et de destruction, est à l'œuvre en eux pour faciliter cette ardeur. Encore une fois, je ne peux m'empêcher de partager votre avis sans restriction. Nous croyons à l'existence d'un tel instinct, et précisément ces dernières années nous avons essayé d'étudier ces manifestations. Permettez-moi donc d'expliquer une partie de la théorie des instincts à laquelle nous sommes arrivés en psychanalyse après de nombreux essais et erreurs. Nous admettons que les instincts des hommes n'appartiennent qu'à deux catégories, soit ce sont ceux qui tendent à conserver et à unir, nous les appelons érotiques, tout à fait au sens de l'éros du symposium platonicien, ou sexuel, élargissant délibérément le concept populaire de sexualité, où ce sont les instincts qui tendent à détruire et à tuer, nous les entendons par les termes instincts agressifs. Ou destruction. Comme vous le constatez, ce n'est rien d'autre qu'une transfiguration théorique de l'antithèse entre amour et haine, universellement connue et peut-être principalement liée à cette autre, entre attraction et répulsion, qui joue un rôle si important dans le domaine de votre science. À ce stade, ne nous précipitons pas pour introduire les concepts estimatifs de « bon » et de « mauvais ». Chacun de ces instincts est aussi essentiel que l'autre, et de leur action conjointe et antagoniste naissent les manifestations de la vie. Or, il semble que presque jamais un instinct appartenant à l'une de ces espèces ne puisse agir isolément, puisqu'il apparaît toujours lié, comme on dit, fusionné, avec une certaine composante originelle de l'autre qui modifie sa fin et que, dans certains cas, circonstance est l'exigence incontournable pour que cette fin puisse être atteinte. Ainsi, l'instinct de conservation, par exemple, est sans aucun doute de nature érotique, mais c'est précisément cet instinct qui a besoin d'agression pour mener à bien son but. De même, l'instinct d'amour d'objet a besoin d'un complément à l'instinct de possession pour saisir son objet. La difficulté d'isoler les deux sortes d'instincts dans leur manifestation est ce qui nous a longtemps empêché d'en reconnaître l'existence. Si vous voulez bien m'accompagner sur une autre partie de mon chemin, vous apprendrez que les actes humains présentent encore une autre complication d'une autre nature que la précédente. Il est extrêmement rare qu'un acte soit l'œuvre d'une seule tendance instinctive, qui, d'ailleurs, doit déjà être constituée en elle-même par Eros et la destruction. Au contraire, il faut généralement que plusieurs motifs de structure similaire coïncident pour que l'action soit possible. Un de vos collègues, un certain professeur G.Ch. Lichtenberg, qui du temps de nos classiques enseignait la physique à Göttingen, le savait déjà, peut-être parce qu'il était un psychologue encore plus distingué qu'un physicien. Il inventa la rose des motifs, écrivant « Les motifs des actes humains peuvent être disposés comme les 32 directions de la rose nautique, et leurs noms se forment de la même manière, par exemple, pain, pain, gloire, ou gloire, gloire, pain. » Par conséquent, lorsque les hommes seront incités à la guerre, il y aura en eux un grand nombre de motifs, nobles ou bas, ceux qui sont habituellement cachés et ceux qui ne le sont pas. Il y a une réticence à exprimer qu'ils répondront par l'affirmative, mais nous ne nous proposons pas de les dévoiler tous ici. Sûrement parmi eux se trouve le plaisir de l'agression et de la destruction, les innombrables cruautés de l'histoire et de la vie quotidienne mettent en évidence leur existence et leur puissance. La fusion de ces tendances destructrices avec d'autres tendances érotiques et idéales facilite naturellement leur satisfaction. Parfois, quand nous entendons parler des horreurs de l'histoire, il nous semble que les motivations idéales n'ont servi que de prétexte à des désirs destructeurs. En d'autres occasions, par exemple face aux cruautés de la Sainte Inquisition, nous croyons que les motifs idéaux ont prédominé dans la conscience, les destructeurs apportant un renfort inconscient. Les deux mécanismes sont possibles. Je crains d'abuser de votre intérêt, saisi par la prévention de la guerre et non par nos théories. Pourtant, je voudrais m'attarder encore un instant sur notre pulsion destructrice, dont la popularité n'a rien à voir avec son importance. Il se trouve qu'à force d'un certain étalage de spéculation, on en est venu à concevoir que cet instinct agit en tout être vivant, provoquant la tendance à le conduire à sa désintégration, à réduire la vie à l'état de matière inanimée.
Il mérite donc, dans tous les sens, la désignation d'instinct de mort, tandis que les instincts érotiques représentent les tendances vers la vie. L'instinct de mort devient l'instinct de destruction quand, à l'aide d'organes spéciaux, il est dirigé vers l'extérieur, vers les objets. L'être vivant protège en quelque sorte sa propre vie en détruisant la vie des autres. Mais une partie de la pulsion de mort reste active à l'intérieur de l'être. Nous avons essayé d'expliquer un grand nombre de phénomènes normaux et pathologiques par cette intériorisation de l'instinct destructeur. Nous avons même commis l'hérésie d'attribuer l'origine de notre conscience morale à une telle orientation intérieure de l'agression. Comme vous le signalez, le fait que ce processus acquiert une ampleur excessive est préoccupant, elle serait directement nocive pour la santé, alors que l'orientation des dites énergies instinctives vers la destruction dans le monde extérieur soulage l'être vivant, elle doit produire un bienfait. Que cela serve d'excuse biologique à toutes les tendances mauvaises et dangereuses contre lesquelles nous luttons. Ne manquons pas de reconnaître qu'ils sont plus proches de la nature que notre résistance contre eux, qui d'autre part demande aussi à être expliqués. Peut-être avez-vous acquis l'impression que nos théories forment une sorte de mythologie, et si c'était le cas, ce ne serait même pas une mythologie agréable. Mais toutes les sciences de la nature ne sont-elles pas orientées vers une mythologie de ce genre ? Êtes-vous dans une situation différente aujourd'hui en physique ? De ce qui précède, nous tirons pour nos objectifs immédiats la conclusion que les objectifs d'éliminer les tendances agressives de l'homme seront inutiles. Ils disent que dans les régions très heureuses de la Terre, où la nature offre à profusion ce dont l'homme a besoin pour sa subsistance, il y a des peuples dont la vie se passe paisiblement, chez qui la force et l'agressivité sont inconnues. J'ai du mal à y croire et j'aimerais en savoir plus sur ces êtres heureux. Les bolcheviks espèrent aussi pouvoir éliminer l'agression humaine en assurant la satisfaction des besoins matériels et en établissant l'égalité entre les membres de la communauté. Je pense que c'est une illusion. Pour l'instant, ils sont lourdement armés et maintiennent leurs partisans ensemble, dans une large mesure, par haine de tous les étrangers. D'autre part, comme prévenez-vous vous-même, il ne s'agit pas d'éliminer complètement les tendances agressives humaines, on peut essayer de les détourner, au point qu'elles n'ont pas besoin de chercher leur expression dans la guerre. Partant de notre théorie mythologique des instincts, nous trouvons facilement une formule contenant les moyens indirects de faire la guerre. Si la disposition à la guerre est un produit de l'instinct destructeur, la chose la plus facile à faire sera de faire appel à l'antagoniste de cet instinct, Eros. Tout ce qui établit des liens affectifs entre les hommes doit agir contre la guerre. Ces liens peuvent être de deux sortes. D'abord les liens analogues à ceux qui nous unissent aux objets d'amour, quoique dépourvus de finalité sexuelle. La psychanalyse n'a pas à rougir de parler ici d'amour, puisque la religion dit aussi « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est facile à exiger, mais difficile à respecter. L'autre forme de lien affectif est celle qui s'effectue par identification. Lorsque vous établissez des éléments communs importants entre les hommes, vous éveillez de tels sentiments de communauté, d'identification. La structure de la société humaine repose en grande partie sur eux. Vous vous plaignez des abus d'autorité, et cela me donne une seconde indication pour la lutte indirecte contre la tendance à la guerre. Le fait que les hommes soient divisés en chefs et dirigés est l'expression de leur inégalité innée et irrémédiable. Les subalternes forment la grande majorité, ils ont besoin d'une autorité qui décide à leur place, à laquelle ils se soumettent généralement sans condition. Il convient d'ajouter ici que davantage d'efforts doivent être faits pour éduquer une couche supérieure d'hommes dotés d'une pensée indépendante, inaccessible à l'intimidation, qui lutte pour la vérité et à qui correspond la direction des masses dépendantes. Il n'est pas besoin de démontrer que les abus des pouvoirs de l'État et la censure de la pensée par l'Église ne peuvent en aucune façon favoriser cette éducation. La situation idéale serait naturellement celle d'une communauté d'hommes ayant soumis leur vie instinctive à la dictature de la raison. Rien d'autre ne pouvait conduire à une unité aussi complète et résistante des hommes, même si les liens affectifs entre eux étaient renoncés. Mais selon toute vraisemblance, il s'agit d'un espoir utopique.
Les autres moyens d'éviter indirectement la guerre sont certes plus accessibles, mais en revanche ils ne promettent pas un résultat immédiat. Il est difficile d'imaginer des moulins qui moudraient si lentement que vous mourriez de faim avant d'avoir de la farine. Comme vous pouvez le voir, on n'obtient pas grand-chose lorsque, dans le cas d'une tâche urgente et pratique, on se tourne vers le théoricien éloigné du monde. Il vaudra mieux, dans chaque cas particulier, essayer de faire face au danger avec les ressources disponibles sur le moment, mais je voudrais quand même évoquer une question que vous ne soulevez pas dans votre lettre et qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi vous et moi et tant d'autres sommes-nous si indignés contre la guerre ? Pourquoi ne l'acceptons-nous pas comme une de plus parmi les nombreuses misères douloureuses de la vie ? Cela semble naturel, biologiquement bien fondé, pratiquement presque inévitable. Ne soyez pas outrés par ma question, car dans le cas d'une enquête vous pouvez sûrement adopter le masque d'une supériorité que vous n'avez pas vraiment. La réponse sera que chaque homme a droit à sa propre vie, que la guerre détruit des vies humaines pleines d'espoir, place l'individu dans des situations dégradantes, l'oblige à en tuer d'autres, ce qu'il ne veut pas faire, il détruit des biens matériels coûteux, des produits du travail humain et bien plus encore. De plus, la guerre sous sa forme actuelle n'est plus. Il offre l'opportunité de réaliser le vieil idéal héroïque et une guerre future impliquerait l'élimination d'un ou peut-être des deux ennemis en raison de l'amélioration des moyens de destruction. Tout cela est vrai et semble si indéniable qu'on s'étonne de constater que les guerres n'ont pas encore été condamnées par le Conseil général de tous les hommes. Cependant, il est possible de discuter certains de ces points. On peut se demander si la communauté n'a pas aussi droit à la vie de l'individu. De plus, toutes sortes de guerres ne peuvent être condamnées dans la même mesure. Enfin, tant qu'il y a des États et des nations qui sont prêts à en détruire d'autres sans scrupule, ces autres doivent être préparés à la guerre. Mais je vais rapidement quitter ces sujets, puisque ce n'est pas la discussion à laquelle vous m'avez convié. Je veux aborder un autre objectif. Je crois que la principale raison pour laquelle nous nous livrons contre la guerre, c'est que nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes pacifistes parce que pour des raisons organiques nous devons l'être. Il nous est alors facile de fonder notre position sur des arguments intellectuels. Ce n'est sûrement pas compréhensible sans une explication. Je crois ce qui suit, depuis des temps immémoriaux, le processus d'évolution culturelle a eu lieu dans l'humanité. Je sais que d'autres préfèrent l'appeler civilisation. C'est à ce processus que nous devons le meilleur de ce que nous avons réalisé, et aussi une bonne partie de ce qui cause notre souffrance. Ses causes et ses origines sont incertaines, sa solution, douteuse, certaines de ses caractéristiques, facilement appréciables. Peut-être conduira-t-il à la disparition de l'espèce humaine, puisqu'il inhibe la fonction sexuelle dans plus d'un sens, et déjà aujourd'hui les races sans instruction et les couches arriérées de la population se reproduisent plus rapidement que celles de haute culture. Peut-être ce processus est-il comparable à la domestication de certaines espèces animales. Elle entraîne certes des modifications organiques, mais nous ne pouvons pas encore nous faire à l'idée que cette évolution culturelle est un processus organique. Les modifications psychiques qui accompagnent l'évolution culturelle sont remarquables et indubitables. Elles consistent en un déplacement progressif des buts instinctifs et en une limitation croissante des tendances instinctives. Les sensations qui étaient agréables à nos ancêtres nous sont indifférentes ou même désagréables, le fait que nos exigences éthiques et esthétiques idéales aient changé à un fondement organique. Parmi les caractéristiques psychologiques de la culture, deux semblent être les plus importantes, le renforcement de l'intellect, qui commence à dominer la vie instinctive, et l'intériorisation des tendances agressives, avec toutes ses conséquences bénéfiques et dangereuses. Or, les attitudes psychiques qui nous ont été imposées par le processus de culture sont niées par la guerre de la manière la plus violente et c'est pourquoi nous nous livrons contre la guerre, nous ne pouvons tout simplement plus la supporter, et ce n'est pas une question ici d'une aversion intellectuelle et affective, mais en nous, les pacifistes, s'agite pour ainsi dire une intolérance constitutionnelle, une idiosyncrasie magnifiée au maximum. Et il semblerait que l'avilissement esthétique implicite de la guerre ne contribue pas moins à notre rébellion que ses cruautés. Combien de temps faudra-t-il attendre que les autres deviennent également pacifistes ?
C'est difficile à dire, mais ce n'est peut-être pas un espoir utopique que l'influence de ces deux facteurs, l'attitude culturelle et la crainte fondée des conséquences d'une guerre future, mettra fin au conflit de guerre au cours d'une période de temps limitée. Il nous est impossible de deviner par quels chemins ou détours ce but sera atteint. Pour l'instant, nous ne pouvons que nous dire, tout ce qui favorise l'évolution culturelle travaille contre la guerre. Je vous salue cordialement et vous demande pardon si mon exposé vous a déçu. Le vôtre. Sigmund Freud. Fin. Le pourquoi de la guerre. Sigmund Freud.